Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Merci de votre fidélité, hein. Vous êtes encore une fois très nombreux, vous êtes plus de 400 à nous suivre aujourd'hui pour cette nouvelle édition, hein. Malgré la reprise, on voit que vous continuez à vous connecter chaque semaine pour écouter les témoignages de nos experts, donc ça nous fait plaisir et ça nous incite à continuer à trouver de nouveaux experts pour partager avec vous leur point de vue sur les sujets d'excellence et d'efficacité commerciale. Je suis aujourd'hui avec Frédéric Bonneton. Bonjour Frédéric. Bonjour Simon et bonjour à tous. Alors Frédéric, tu es auteur, conférencier et cofondateur et directeur général de MCR Group que tu as cofondé il y a 25 ans maintenant, donc une entreprise qui Et a fait oui, son chemin. c'est Euh, vrai. et nous allons aujourd'hui vous parler de chasse ou élevage. Alors quand on a démarré la préparation avec Frédéric, hein, de cette masterclass, j'ai été un petit peu intrigué sur la proposition de sujet que Frédéric m'avait fait. Alors Frédéric, je te repose la question aujourd'hui. Pourquoi ce sujet de chasse ou élevage en période de crise? Écoute, Simon, moi, c'est un sujet que je trouve intéressant parce que la situation dans laquelle on est intéressante. On a une crise sanitaire qui gentiment est en train de laisser la place à une crise économique. Alors, pas pour tous les secteurs, mais enfin, quand même, pour beaucoup d'entreprises, c'est ce qui est en train de se dessiner. Et dans ce contexte, en fait, il y a une grande pression qui est mise sur les équipes commerciales pour aller chercher le business, soit rattraper le business qu'on n'a pas fait, et en tout cas aller chercher le business sur les mois qui viennent. Et en gros, hein, quand on met la pression sur les commerciaux en période de crise, si tu veux, c'est un petit peu aujourd'hui comme si tu demandais à Usain Bolt de battre son record le jour où il s'est foulé la cheville. Évidemment que c'est compliqué, t'es pas au meilleur de ta forme et il va falloir être extrêmement créatif. Donc, pour faire simple, on pourrait dire que la chasse est ouverte, mais tu as plus de chasseurs que de gibier, puisque finalement, le newbies, ça va être compliqué en période de crise. Il va falloir commencer à imaginer des méthodes un petit peu différentes, parce que le pouvoir est clairement aux mains de l'acheteur. Et plus on va vers ces logiques de distanciation sociale et je ne te rencontre pas, plus le pouvoir, en visio en tout cas, va être aux mains de l'acheteur. Et donc ça, c'est pour la chasse, donc chasse difficile. Et si on parle des clients existants, donc de l'élevage, hein, ce qu'on appelle l'élevage, tu te retrouves quand même avec cette question, est-ce que mes clients existants vont vraiment m'appeler pour me donner du business en plus? Ils sont en crise aussi, donc il y a peu de chance. Et si moi je les appelle, sachant qu'on est dans une relation commerciale, quel est le pourcentage de chance pour qu'ils me disent, oui, oui, tiens, viens me voir, j'ai des projets. Donc c'est assez faible aussi. Donc finalement, tu vois, chasse ou élevage, les deux sujets sont extrêmement compliqués. Donc si je comprends bien, c'est ni chasse ni élevage, on attend. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Et bien alors c'est là où ça devient intéressant, c'est que je pense qu'il y a peut-être un espoir, en tout cas, dans certaines entreprises qui sont audacieuses, donc un peu innovantes, il y a une démarche qui s'engage, en B2B en tout cas, hein, c'est faire de la chasse sur des clients existants. Aller chercher ce qu'on appelle les unsolicited deals, d'accord? C'est-à-dire finalement là où le client ne m'attend pas. Et donc, voilà, faire de la chasse sur les clients existants, c'est certainement une des voies pour aller chercher du business aujourd'hui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette notion de unsolicited deals? Oui, bien sûr. Donc, si tu veux, la méthode, en fait, elle est assez simple, hein. C'est de dire quelle offre originale et à forte valeur ajoutée je pourrais offrir à des clients sur des sujets sur lesquels je ne suis pas forcément identifié comme un expert et sur lesquels il n'a pas identifié un problème explicite. Première partie. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un problème explicite, hein? C'est simple, hein, d'une manière classique. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de vente, hein. De toute façon, tu vends toujours quelque chose qui va résoudre un problème. Simplement, tu as des problèmes implicites, c'est des problèmes que tu acceptes. Par exemple, tu as une facture d'électricité élevée, tu as des amendes régulièrement tous les jours quand tu vas travailler. C'est un problème qui est implicite, mais à partir du moment où tu n'as pas décidé de le résoudre, il n'est pas explicite. Et donc, tout le job d'un commercial, en général, c'est de mettre le doigt où ça fait mal en disant, tu te prends des amendes tous les jours, mais est-ce que tu sais qu'il y a des applis qui pourraient t'empêcher de prendre des amendes? Et à partir du moment où je dis, oui, j'en ai marre d'avoir ce budget amende tous les jours, ce problème qui était implicite, mais que j'acceptais, devient explicite. Et en fait, évidemment, le job évidemment, de tout commercial, c'est de faire passer les problèmes implicites d'explicites.
Donc ça, évidemment, c'est le premier job de commercial. Mais il faut le faire sur le client existant et c'est d'autant plus facile que tu les connais bien. OK. Ensuite, le deuxième thématique, c'est de dire, OK, une solution sur laquelle tu n'es pas identifié. Hein, tu vas me dire, c'est pas forcément évident, ça. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'on travaille déjà avec le client, qu'est-ce que ça veut dire une solution sur laquelle on n'est pas identifié? En général, ton client, il t'a identifié sur quelques sujets clés. Hein, c'est les effets d'étiquette. D'accord? Tu as commencé par lui vendre quelque chose et bon, voilà, il pense à toi en général pour ce type de besoin, mais pas forcément pour les autres besoins. C'est un biais psychologique. Et donc, toi, évidemment, commercial, l'idée, c'est d'essayer de sortir de cet effet d'étiquette et de lui montrer que tu sais faire autre chose et que tu peux être un expert. Et c'est d'autant plus intéressant si tu l'amènes à quelque chose auquel il n'avait pas pensé. Alors, je vais prendre un exemple pour être clair. Nous, on a des clients, par exemple chez MCR Group, qui nous ont identifiés comme des spécialistes de l'excellence commerciale. Arrive le confinement du mois de mars, avec l'arrêt complet de toutes les missions sur les formations des commerciaux, méthodologie commerciale, etc. Et là, tu te dis, bon, ben, OK, qu'est-ce que je peux faire pour rappeler mon client existant et lui vendre quelque chose sur lequel il ne m'attend pas, mais quelque chose dont il a besoin, une offre sur laquelle il ne se rend pas compte qu'il a un problème. Donc, comment je vais faire passer d'un besoin implicite à explicite? Et là, voilà, la méthode, elle a été simple. Si tu veux, nous, par exemple, on a un savoir-faire en négociation qui est extrêmement bien identifié. On a créé un label qui s'appelle Négociation for One avec Christophe Coppen, qui a été, vous savez, pendant 12 ans le patron du RAID, de la négociation du RAID. Donc, on a un sujet fort, mais où on n'est pas forcément identifié chez nos clients. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé les directeurs commerciaux et là, on a travaillé sur leurs besoins explicites en leur disant, ben, j'imagine que tes commerciaux, là, ils sont en chômage partiel. La réponse était oui dans 80% des cas. Et j'imagine que toi, ton attente, c'est que dès qu'ils vont sortir du chômage partiel, en mai, juin, juillet, ils vont revenir sur la route avec un seul objectif, c'est rattraper le temps perdu. Tu vas les mettre en mode offensif et il va falloir qu'ils soient hyper agressifs. Et la réponse naturelle, c'était ben oui, c'est ça dont je vais avoir besoin. Et là, c'est là où où tu travailles sur de l'insight, c'est-à-dire tu leur amènes quelque chose auquel ils n'ont pas forcément pensé, et même si c'est quand tu leur dis ça devient intuitif, tu leur dis mais tu sais, c'est pas exactement ce qui va se passer. Parce que tes commerciaux ils vont revenir sur le terrain, ils vont arriver en mode offensif chez leurs clients, et leurs clients vont leur dire non, non, mais attends, non seulement je vais rien t'acheter, mais on va renégocier les prix, les volumes, les quantités, etc. Donc en fait, tes commerciaux, ils vont se retrouver face à un mur avec une compétence qu'ils n'ont pas forcément, c'est une compétence de renégociation. Et donc là, tu vois, tu fais basculer tout d'un coup le chiffre du directeur commercial qui disait oui, je vais rattraper le temps perdu en ben, non seulement je ne vais pas rattraper le chiffre d'affaires que j'ai perdu, mais en plus je risque de perdre de la marge parce que j'ai des commerciaux qui ne sont pas prêts à renégocier les tarifs, les volumes, etc. parce que c'est une compétence spécifique. Et tout d'un coup, tu fais naître un besoin explicite et toi, tu peux montrer derrière évidemment que tu as une réponse et tu vas les accompagner. Donc c'est ce travail-là, tu vois, d'arriver à faire de la chasse sur ton client existant. Et pour faire ça, ben, il ne faut pas travailler du tout comme sur le client existant, il faut aller dans une démarche vraiment de cold calling, une démarche de chasse appliquée à du client existant. Oui, parce que fondamentalement, c'est une démarche qui est radicalement différente et que souvent dans les entreprises, on sépare entre des équipes de chasse et des équipes d'élevage. Ah, C'est pas la même démarche. oui, complètement. Et alors, souvent on te dit, mais finalement, est-ce que je ne pourrais pas avoir des chasseurs-éleveurs ou des éleveurs-chasseurs? Enfin, on s'interroge. Et pour ça, il faut revenir à des fondamentaux. Alors, le premier fondamental, c'est que en chasse, le premier ennemi du commercial, le premier ennemi, hein, ce n'est pas le concurrent, c'est le statu quo. Le statu quo, c'est-à-dire je fais comme avant ou je ne fais rien. En B2B, 60% du pipe d'un commercial, 60%, c'est Stat Corporate Vision, 60% aboutissent à statu quo, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Le pipe perdure, mais il ne se transforme pas. Et ça, c'est un biais cognitif naturel chez tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, le statu quo est confortable. Changer est équivalent à danger. Donc, ça veut dire que dans les méthodes qu'on développe pour former les chasseurs, tout le job du chasseur, c'est de faire bouger le client du statu quo, de le faire sortir du statu quo.
Et ça, c'est vraiment un élément important et c'est une dynamique de négociation émotionnelle. Et pourquoi? Parce que en réalité, en négociation émotionnelle, ce qu'on apprend, c'est que tu ne décides de faire quelque chose que quand il y a un mélange de deux neurotransmetteurs au niveau de ton cerveau. Le premier, c'est la dopamine. C'est le neurotransmetteur, c'est l'hormone qui te prépare à avoir du plaisir. Tu vois, quand tu rentres chez toi, que tu sais que tu as du Nutella dans le frigo, bah, tu as de la dopamine qui se met en route parce que tu te prépares à en manger. Et rien que ça c'est bien. Et donc, c'est ce que doit vendre le commercial. Tu vas travailler avec moi. Et voilà tout ce qui est bien et ce qui va se passer. Mais ça ne suffit pas parce que le biais statu quo est fort. Et pour faire sortir du statu quo, il faut générer de la neuropinéphrine. D'accord? Donc, c'est le neurotransmetteur qui me fait changer, qui me fait bouger, qui me prépare au combat. Et donc, en réalité, le job du chasseur, c'est de générer et de la dopamine et de la neuropinéphrine. Et c'est comme ça que je fais sortir du biais du statu quo. Or, Comment est-ce qu'on fait ouais, pour rapidement, on fait peut-être une petite parenthèse, mais comment est-ce qu'on fait pour générer ces émotions, ces neurotransmetteurs quand on est chasseur? bah alors si tu veux, la dopamine, tu vas la générer effectivement en montrant les bénéfices que la personne va avoir à titre personnel, stratégique, etc. Et la neuropinéphrine, c'est ce qu'on appelle le facteur PID, peur, incertitude, doute. Et c'est l'histoire que tu vas raconter en disant, mais si tu continues à faire comme tu fais, voilà les problèmes que tu vas avoir. Et il faut que cette peur, cette incertitude et ce doute soient suffisamment forts pour générer de la neuropinéphrine et le besoin de changer et l'envie de changer. La peur, c'est le moteur motivationnel le plus fort et en tout cas qui fait bouger sur le plus court terme. D'accord? C'est ce qu'on appelle le sucre court, hein, si tu fais du sport. Tu as les sucres lents, ça va être la motivation positive, mais les sucres courts, c'est la peur, c'est voilà, le besoin de changer. Il vient d'abord de bah, si je fais rien, je vais avoir des problèmes. Et donc, tu vois bien que ce biais de statu quo, tu peux aller le casser en allant avec des techniques de chasse où tu vas pousser la neuropinéphrine. Mais si toi, tu es un éleveur, le biais de statu quo, il joue en ta faveur. Et tout le travail de l'éleveur, c'est de conforter le biais de statu quo. C'est monsieur le client, ce qu'on fait ensemble, c'est formidable. Surtout, ne changeons rien. Continuons de faire comme ça et vous allez voir, grâce à ce statu quo, vous allez continuer d'être confortable et tout va bien se passer. Et toi, ton job, c'est de générer de la neuropinéphrine, surtout pas de la neuropinéphrine, mais plutôt de la sérotonine, hein, qui est l'hormone du bonheur, en disant ben, on est heureux et avec moi, tout se passe bien. Donc, c'est un sujet qui est clé parce que tu vois bien que entre la méthode d'élevage qui consiste à jouer sur le biais de statu quo et la méthode de chasse qui consiste à faire sortir du statu quo, on est à l'opposé. On utilise les mêmes biais hein, qu'on connaît en neurosciences sur les processus de décision, mais les méthodes sont à l'opposé. Donc, quand je te dis il faut employer des méthodes de chasse sur mes clients existants, ça sous-entend que je prends un risque énorme. C'est-à-dire qu'en fait, je prends le risque chez mon client existant de le faire sortir du statu quo pour aller chercher du deal, de l'unsolicited deals. Mais si je le fais sortir du statu quo, il y a des chances qu'il questionne aussi la relation qu'on a ensemble. Et il y a des chances qui disent bah, c'est une très bonne idée, ton truc sur la négociation par exemple, bah, je vais faire un appel d'offres et je vais voir ce qui se passe sur le marché. Et en général, comme c'est le job du chasseur hein, de générer ça, ça aboutit à ça. Et ben, figure-toi que dans ces appels d'offres sur du client existant, statistiquement, tu ne gagnes que dans 50% des cas. Ce qui nous pose quand même ce problème-là, c'est de dire ben, finalement, mon client existant, je ne vais pas faire de l'upsell, etc., parce que c'est la crise. Le seul moyen de le secouer, c'est d'aller le chercher sur des sujets où je vais lui faire mal et effectivement, il va se mettre à bouger. Donc, des techniques de chasse sur des clients existants, avec ce risque que je vais le perdre dans un cas sur deux. Je sais pas Ok, ce que ça mais alors concrètement, est-ce qu'il ne faut pas mieux privilégier le statu quo et ne rien faire plutôt que de prendre ce risque de perdre son client un cas sur deux? Comment est-ce qu'on fait? Ou alors peut-être pour limiter ce risque de perdre le client dans un cas sur deux? Alors, évidemment, ça c'est une question qui est essentielle. C'est-à-dire, est-ce que je peux me permettre de prendre le risque de perdre mon client une fois sur deux Comment, ou en tout cas, la question que tu poses est la bonne, c'est comment je limite ce risque de le perdre d'un cas sur deux. En fait, c'est là où tu vas savoir si tes équipes, tes commerciaux ont fait un vrai boulot d'élevage.
Qu'est-ce que c'est un vrai boulot d'élevage? C'est connaître complètement la power map, hein, la dynamique décisionnelle chez ton client. Tu sais qu'en général, tu as entre 6 et 12 personnes qui interviennent dans un processus d'achat B2B. Bon, j'en ai centré B2B, il y en a une discussion. Et que dans ces 6 à 12 personnes, quand tu fais une power map, tu as en général 7 profils que tu dois diviser en 3 catégories. Tu as les talkers, enfin, ce qu'on appelle les parleurs, on va dire, les doers, ceux qui agissent, et les blockers, donc ceux qui vont te bloquer. Si tu as bien fait ton job, si tu as bien fait ta power map, quand tu travailles avec tes commerciaux, ils sont capables de te dire, ben voilà la power map, voilà qui je connais, voilà comment ça se passe. Sur le nouveau deal qu'on veut aller chercher, voilà qui va intervenir, voilà les bloqueurs, voilà, etc. Voilà qu'il faut mettre autour de la table, et voilà comment je vais préempter le fait qu'il n'y ait pas d'appel d'offres, ou en tout cas que l'appel d'offres soit fait selon notre cahier des charges. Si jamais tes équipes ne sont pas capables de faire ça, ben, tu as quand même un problème, c'est que tu risques de perdre. Donc, le premier truc à faire avant de lancer une stratégie d'unsolicited deals, d'inside selling sur du client existant, de chasse sur du client existant, il faut bien vérifier sur chaque compte que tu maîtrises l'ensemble de la power map. Et si ce n'est pas le cas, ben, il ne faut pas y aller. Et souvent, ce n'est pas le cas parce que quand tu fais de l'élevage, avec le temps, avec la durée, tu descends dans le niveau de décision hiérarchique, tu vois. C'est-à-dire que tu vas de plus en plus avec les techniques et de moins en moins avec les décideurs d'origine. Et quand tu relances des appels d'offres sur des choses qui sont un peu stratégiques, etc., ça se passe en haut et tu n'as plus le contact. Donc, c'est extrêmement important de bien vérifier, avant d'aller faire de la chasse sur des clients existants, de bien vérifier que ta power map, elle est maîtrisée par tes équipes. Et ensuite, si tu bosses bien avec le marketing, d'avoir une offre qui soit un peu unique, tu vois. Voilà, on dit, bah voilà, l'appel d'offres, il n'est pas évident parce que finalement, l'offre, ou en tout cas la valeur ajoutée de l'offre, bah, telle que tu l'as présentée, pour répondre au problème, bah, voilà, tu as montré que tu étais dans une spécificité qui fait qu'on va continuer à travailler avec toi. Mais c'est vraiment ce double travail, marketing, identification d'une offre unique et travail sur la power map qui fait que tu vas limiter ce risque de perdre ton client. Et honnêtement, si tu n'as pas ça, il ne faut pas y aller. Tu as raison, faut même... tu gardes le statu quo, tu verrouilles, tu empêches les autres de rentrer, mais il ne faut pas y aller. Et en termes de compétences et d'équipe, ce que tu décris là, les compétences de chasse, d'aller faire bouger du statu quo, c'est pas forcément des compétences qui sont largement acquises dans les équipes d'élevage quand elles existent. Donc, en plus de l'établissement des power maps, au moins de la vérification des power maps, j'imagine qu'il y a quand même une démarche de validation, vérification ou formation avec les équipes d'élevage pour s'assurer qu'ils sachent le faire, quoi, ou qu'ils soient à l'aise avec l'idée de le faire. Alors, tu as complètement raison. Là, il y a deux possibilités. Soit, alors, tu peux les former, et là, tu vas vite voir ceux qui vont être capables de le faire ou pas, parce que tu vas leur demander de raconter une histoire à l'opposé de l'histoire qu'ils racontent d'habitude. D'accord ? Ou d'habitude, ils sont plutôt dans je te conforte dans la relation, je suis sympa, on est dans le relationship selling, ou là où effectivement je vais te confronter et je vais te faire un petit peu mal. Et peut-être qu'ils ne sont pas à l'aise avec ça, auquel cas, il faut qu'ils travaillent sur l'organisation de la réunion, mais ce n'est pas eux qui vont venir pitcher. Tu vas faire venir ton DG ou tu vas faire venir un chasseur. Tu vois, ça dépend à quel niveau tu fais la vente. Mais donc, voilà, il y a ceux qui vont être capables de le faire et il y a ceux qui vont pas être capables. Et tu as tout à fait raison. Il ne faut pas forcer un éleveur à aller sur une dynamique de chasse s'il ne le sent pas, quoi. Parce que ça va être pire que tout, tu vois. Tu vas mal déstabiliser, on ne va pas le reconnaître, on va dire mais qu'est-ce qui t'arrive, enfin, voilà. Mais il y en a qui sont capables de le faire. Mais il faut vraiment voilà, avoir une sorte de travail de coaching où tu bosses avec eux sur la Power Map. Ensuite, tu leur fais faire le storytelling qui correspond à l'insight, à l'unsolicited deal que tu veux aller chercher. Tu fais du jeu de rôle et là, tu vois ceux qui sont capables de faire ou pas faire. Et à partir de là, tu as une stratégie de... voilà. Mais il faut qu'ils gardent le compte. Hein. Il doit être à l'origine de l'organisation de la réunion, par exemple, tu vois, où tu vas aller pitcher ton unsolicited deal. Mais c'est peut-être pas eux de le faire. Et du coup, est-ce qu'on peut imaginer, parce que dans le cadre où j'ai des équipes de chasse et des équipes d'élevage, finalement, si mes équipes de chasse font pas ou moins de chasse sur du nouveau prospect, est-ce qu'on ne peut pas imaginer de faire des binômes élevage-chasse pour que ce soit le chasseur qui aille en partenariat avec l'éleveur travailler le compte existant? Alors ça,
c'est idéal, on va dire, si tu arrives à faire des regroupements affinitaires, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'entendent entre eux. Alors souvent, ça n'arrive pas forcément, mais ça peut arriver. En général, ils sont par secteur, donc c'est assez simple, hein, parce que tu as tes chasseurs aéronautiques et puis tu as ton éleveur aéronautique, tu as ton chasseur automobile, ton éleveur automobile. Donc, en général, il n'y a pas trop de problèmes pour les mettre ensemble. La vraie question, c'est la question de la rémunération que tu dois poser en amont, parce qu'en général, le blocage vient plus des blocages de rémunération qu'autre chose. Après, l'éleveur, il a quand même tendance à vouloir protéger, tu vois, son client. Et donc, il y a quand même une explication fondamentale à faire auprès de l'éleveur de pourquoi c'est pas à lui de le faire, pourquoi il n'arrivera pas à le faire, pourquoi ça peut être déstabilisant pour lui de le faire et pourquoi on va mettre un chasseur avec lui. Tu vois. Il peut y avoir une sorte de protection, hein, c'est mon client. Et donc, voilà, c'est quand même un travail où il faut comprendre les leviers. Parce qu'en fait, en réalité, ce que je viens de te dire là, sur chasse, élevage, pourquoi on utilise les mêmes outils, mais avec une dynamique complètement opposée, c'est pas quelque chose que les gens comprennent, tu vois, de manière instinctive. En fait, on a toujours l'impression que le chasseur, il aime bien parce qu'il a la relation, l'éleveur, pardon, il est dans la relation, et puis le chasseur, il aime le défi. En gros, c'est ce que j'entends, moi, quand je vais voir les directions commerciales. Ou, tu vois, mais en fait, c'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est que c'est pas les mêmes méthodes. Et une fois que tu as compris que c'est pas les mêmes méthodes et que tu comprends pourquoi tu es bon en chasse ou pourquoi tu es bon en élevage, là, tu commences à accepter, tu vois, d'avoir des binômes et d'avoir des dynamiques qui soient spécifiques. Ok. Alors, j'en profite, j'allais te poser une question, mais il y a une question du public là qui fait écho, donc je vais la poser. J'en profite pour rappeler à tout le monde que vous avez un petit module de questions si vous voulez poser vos questions. Alors, on a une question qui est, en cette période de crise, incertitude, est-ce que la création, l'adaptation de nos offres est un bon levier pour chercher les clients comme les prospects? Et finalement, si je comprends bien ce que tu nous présentes comme méthode, Frédéric, l'idée, c'est d'abord d'adapter son offre, de la faire évoluer ou de créer une nouvelle offre ou de se dire est-ce que mon offre que je vends aujourd'hui pour telle cible, elle ne pourrait pas également servir à telle cible et ensuite aller chercher ces clients existants qui nous ont mis une catégorie un peu et qui nous ont étiquetés par rapport à ce qu'on a déjà fait avec eux et d'aller leur présenter cette nouvelle offre, cette offre évoluée avec une approche de chasse. C'est bien ça que tu préconises. Ça commence bien par l'adaptation de l'offre. Il faut bien un moment qu'on vende quelque chose de différent que ce qu'on a déjà vendu. Alors, il faut une adaptation de l'offre et puis il faut idéalement aller chercher, je te dis, le besoin implicite qui est accepté, qui n'est pas challengé et sur lequel on va faire bouger le statu quo. Donc, il faut que l'offre, quand tu la fasses évoluer, il faut qu'elle aille répondre. En fait, c'est vraiment ce qu'on appelle la méthode d'inside selling, tu vois. Juste pour simplifier, je te donne cette image. Quand on fait de la formation de commerciaux en B2B, on commence, tu vois, en disant, ben voilà, tu as un rendez-vous avec ton client. Et à la fin du rendez-vous, du premier rendez-vous découverte, d'accord, il te raccompagne à l'ascenseur et il dit ouais, Simon, franchement, tout ce que vous avez dit, vous avez tout compris, c'est exactement nous, c'est exactement ça. Franchement, c'est bravo. Est-ce que tu as fait un bon rendez-vous? Plutôt non. En réalité, la plupart des commerciaux te disent bah ouais, j'ai fait un bon rendez-vous, tu vois, j'ai créé du lien, je lui ai montré que je comprenais son business, etc. Mais tu as raison. En fait, non. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut faire ce rendez-vous-là en montrant que je comprends le business de l'autre, etc., etc. En fait, tu ne te différencies pas vis-à-vis des concurrents et ton offre, elle est standard. Si il te raccompagne à l'ascenseur en te disant Simon, franchement, ce que vous m'avez dit, je ne voyais pas du tout ça comme ça, c'est extrêmement intéressant. Là, tu as marqué une différence. Là, tu as fait quelque chose que les autres ne font pas. C'est-à-dire que tu n'as pas fait que lui montrer que tu comprends son business. Tu lui as appris quelque chose sur son business auquel il n'avait pas pensé. Tu lui as montré qu'il avait des besoins explicites, implicites dont il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait des solutions. Et tu lui as ouvert des perspectives. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de l'outsourcing d'une partie de son business, ça peut être un nouveau marché qu'il n'avait pas pensé à attaquer et grâce à toi, il va pouvoir le faire. Ça peut être des économies extrêmement importantes sur tel et tel sujet, etc. Et en fait, c'est ce travail, un travail de réflexion, un travail qui est souvent fait par le marketing, qui est fait par souvent ce qu'on appelle des insight architects, donc des gens dont c'est le boulot de réfléchir à comment ton offre, tu peux la travailler pour aller chercher un besoin implicite chez le client et le faire émerger. Et donc, en réalité, dans ces temps de crise,
où le client n'a pas beaucoup de temps à t'accorder, il n'aura pas de temps à venir écouter un commercial qui va lui dire bah, parle-moi de toi et je vais te montrer que je connais ton business. Il n'a pas le temps de faire ça. Par contre, un commercial qui vient en lui disant, tu sais, je ne vais pas te parler longtemps, mais j'ai vu un truc chez toi, il y a un sujet et ensemble on peut le résoudre, et en plus je vais te faire gagner de l'argent ou stratégiquement, etc., etc. Là, tout d'un coup, il a envie de t'écouter. Et en fait, c'est ça le job. Tu vois. Donc oui, évidemment, tu peux transformer ton offre, mais en fait, le vrai sujet, c'est d'aller chercher chez ton client le sujet qui fait que là, maintenant, en période de crise, il va t'écouter parce que tu vas le surprendre. Ok. Alors, on a une question là d'une entreprise qui nous dit, voilà, avec la crise, on a perdu un certain nombre de clients et donc on n'a pas le choix aujourd'hui que d'aller rechercher des nouveaux clients. Donc là, la chasse sur nouveaux clients, on ne peut pas l'exclure. Quels sont les conseils, les techniques pour adapter sa chasse en cette période? Alors là, en l'occurrence, si tu as fait le boulot sur les clients existants, si tu as un insight, si tu as un pitch, bah, tu peux aller le faire sur les nouveaux clients. Ce que tu as fait pour un client existant dans un secteur, parce qu'en fait, ton pitch, ton insight, tu vas le chercher pour un secteur d'activité. Tu vas pas, en général, tu ne vas pas le chercher pour un client, sinon ça va te coûter cher en études marketing. Donc, une fois que tu as identifié ton offre ou ta spécificité ou ce que tu peux vendre auquel le client n'a pas forcément pensé, tu vas pouvoir le mettre dans une dynamique de chasse. Et là, je trouve qu'on a une opportunité euh, avec la visio. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus facile pour un client de dire, OK, je te donne un quart d'heure en visio ou une demi-heure en visio, que de dire OK, on prend une heure de rendez-vous chez moi, tu viens, tu vas me déranger, je ne pourrais pas te mettre à la porte, etc. Donc, je trouve qu'il y a une facilité de prise de rendez-vous, de prise de contact, tu vois, sur un sujet. C'est monsieur, on a réfléchi à un truc, on a un insight, on prend un quart d'heure en visio, je vous explique, tu vois, ça peut être du travail, tu vois, du travail en inbound marketing, du travail en mail direct, ça peut être de la reconquête de clients existants. La reconquête de clients, moi, à chaque fois qu'il y a un commercial qui arrive dans une boîte, le bon, tu sais ce qu'il fait? Il reprend tous les clients perdus et il les retravaille. Et il fait un carton, parce qu'en réalité, un client perdu, c'est quelqu'un qui t'a fait confiance à un moment donné. Et ceux-là, tu peux aller les recapter avec un discours différent, etc. Et voilà, on prend une demi-heure en visio. Et je trouve qu'il y a cette opportunité-là et il faut y aller, il faut tenter. Et Ça il faut c'est un phénomène que je confirme complètement de notre regard interne chez Incentive. Depuis le début du confinement, on n'a pas repris en physique, ou très peu en physique avec le déconfinement, on a une opportunité de parler aux gens qui est largement supérieure à avant. Et le taux d'acceptation des rendez-vous de 30 minutes en visio est largement supérieur à ce qu'on avait sur des rendez-vous physiques d'une heure, une heure et demie auparavant. Donc ça, c'est une vraie opportunité de la distance, quoi. Ouais. Et alors autant, tu vois, les statistiques sont intéressantes. Hein, parce que quand au mois de juin, les rendez-vous qui étaient pris par les boîtes qui font du phoning, c'était en 70% visio, 30% physique. En septembre, on est revenu à 70-30. Donc, il y a de nouveau une dynamique sur le physique, mais je trouve, moi, que quand tu as un truc intelligent à dire, tu peux le dire à un quart d'heure, tu vois, en visio, pour générer ensuite un rendez-vous derrière, sur de la chasse pure, ça a vraiment du sens. En plus, tu optimises. Tu ne te déplaces pas, tu vois la personne, je trouve que ça a du sens. Après, il faut savoir le faire, tu vois. Il ne faut pas être en contre-jour, il ne faut pas avoir la caméra en haut, il faut que l'autre soit bien avec sa caméra, sinon tu as une sorte de déséquilibre dans la négociation. Il faut que la connexion soit bonne, tu as quand même des conditions à respecter, tu vois, pour que ça fonctionne. Sinon, c'est pire que tout. Tu as le gars un quart d'heure, il entend un mot sur deux, tu veux lui présenter des slides, ça passe pas. Enfin bon, donc si c'est bien fait, si c'est fait professionnellement, avec quelques règles de base, je pense que ça peut impacter. Et justement, on a une question du public là sur comment est-ce qu'on accompagne les sales à la conduite d'entretien en visio et comment est-ce qu'on crée de l'émotion. Et tu parlais dans la prise de décision ou la non-prise de décision de l'importance de l'émotion et des neurotransmetteurs associés. Est-ce que c'est la même façon de générer ces émotions et la sécrétion de ces neurotransmetteurs à distance en visio ou est-ce qu'il faut faire différemment? Alors, c'est une très bonne question, une très bonne question, mais là, il nous faudrait beaucoup de temps pour y répondre. Quand tu es en visio, je vais juste répondre par un exemple qui a été, enfin, c'est pas tout jeune, hein, ça a déjà 18 ans, où tu as des gens qui arrivent de manière aléatoire pour acheter un canapé sur un site internet, d'accord? Et de manière aléatoire, tu les orientes soit sur un fond d'écran où tu as des nuages, avec bon,
sur la page d'accueil, hein, sur la landing page, soit un fond d'écran où tu as des pièces de 1 centime. Et en réalité, quand tu as des nuages, les gens vont acheter plutôt des canapés confortables plus chers, et quand tu as des pièces de 1 centime, ils vont plutôt acheter des canapés moins chers, parce que c'est le prix, tu vas faire un amorçage sur le prix. Donc au niveau inconscient, juste le fond d'écran et ce que tu vas dire et comment tu vas le faire, tu vois, va impacter le processus de décision. Et quand je te dis va impacter, tu passes de 30 à 70% de part de marché sur le produit sur lequel tu as fait un amorçage. Donc en réalité, tu peux utiliser, tu vois, par exemple là, vous ne voyez pas, mais derrière moi, là, j'ai un miroir, et tu vois, depuis tout à l'heure, il y a mon livre en fond, tu vois, c'est inconscient, tu vois, ça travaille, ça travaille. Mais bon, blague à part, il y a plein de trucs quand tu es en visio qui peuvent être intéressants. Tu peux être à deux. Pendant que ton client te parle, il y en a un qui peut vérifier sur Internet, aller chercher de la data, etc. En négociation, ça peut être important. Et sur la manière de créer de l'émotion, voilà, tu peux aussi y arriver. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu me disais, quand je regarde un film parce qu'il y a un écran, j'ai pas d'émotion. Moi, ça m'arrive de pleurer. Donc tu es capable de créer de l'émotion. Mais il y a des conditions et il faut vraiment les préparer, faire attention. Voilà, quand tu as 10 personnes, que tu ne les vois pas, que tu en as un en voiture, l'autre en visio, machin, est-ce que tu peux le faire? Ce n'est pas évident. Est-ce que tu dois le faire? Ce n'est pas évident non plus. D'ailleurs, tu peux refuser certaines négociations. Moi, j'ai vu des appels d'offres où tu arrives, tu en as 3 autour de la table, 2 en voiture, 4 en visio. Enfin, ce pas des conditions. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, ce qui paraissait naturel en disant bah, tiens, j'ai un rendez-vous vente, j'y vais, ça va se passer comme ça, c'est plus du tout comme ça. Tu as un rendez-vous visio, il peut se passer n'importe quoi. Tu peux avoir 5 personnes au lieu de 2, 2 que tu ne vas pas voir, 2 qui vont mettre leur caméra, 2 qui vont être en visio, un qui va être en décalage horaire. Enfin, tu vois, tu peux avoir de la vente asynchrone. Enfin, il peut y avoir plein de trucs qu'il faut intégrer et je pense qu'il faut se former à ça. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les mêmes méthodes. Et si tu veux employer le même support PowerPoint, le même discours, le même entonnoir quand tu es en visio, bah, tu vas te planter. Donc, il faut Ok. travailler. D'accord avec toi. Après, on pourrait parler des heures sur le sujet. C'est des formations, ce n'est pas des formations longues, mais il faut au minimum former les gens en fonction de ton produit, du type de client, comment tu imposes qu'il y ait la caméra, comment tu te prépares ton rendez-vous pour pas que ça se passe d'une manière où tu vas être complètement déstabilisé. Enfin, voilà. Ok. Peut-être une dernière question puisqu'on est un peu en train de dépasser. La vente, c'est la confiance. À distance, il est plus difficile de créer du lien. Quel conseil avez-vous pour créer de l'émotion à distance? Alors, ça rejoint un petit peu la question précédente, mais Ben oui, ça rejoint ça. Et bien sûr, alors d'abord, je pense que si tu fais si tu peux à un moment donné aller voir les personnes en physique, il n'y a pas photo, il faut y aller. Pourquoi? Parce qu'en réalité, là je suis en train de te dire la vente en distance, c'est très bien. Si tous tes compétiteurs font comme toi. Mais si tu as des compétiteurs qui font un premier rendez-vous en visio, qui disent le deuxième, je viens vous voir, c'est important pour moi, je viens vous voir, et que toi tu restes en visio, bah, tu peux être sûr que tu ne vas pas marquer tous les points possibles. Tu vois. Parce qu'évidemment, la confiance, c'est plus dur en visio qu'en physique. Et le travail marketing sur l'entreprise, sur le produit, sur la relation que tu as avec la personne, c'est pas du tout pareil. Du coup, la première question à se poser, c'est est-ce que vous avez l'opportunité de faire différemment qu'en visio? 2, si vous avez l'opportunité de le faire, ben faites-le parce que vous allez faire la différence. Et si vous décidez de ne pas le faire, faites attention à ce que font vos clients, vos compétiteurs. Tu vois. Et je suis d'accord avec ce qui est dit. Bien sûr, en physique, c'est beaucoup plus facile de créer la confiance. Et la confiance en visio, elle passe par la caméra, elle passe par l'histoire que je vais raconter. Parce que confiance, ça vient de cum fidere en latin, hein, ça veut dire avec foi. La foi, c'est la croyance en quelque chose sans preuve. Donc, on est bien dans de l'émotionnel. Voilà. Et une fois de plus, moi, je pense qu'on peut faire de l'émotionnel à travers un écran. Si on a l'écoute, si on a l'attention. Et pour avoir l'attention, bah, il faut pas être hésitant, il ne faut pas que ça coupe, il faut être incisif, il faut raconter une histoire qui m'accroche tout de suite, tu vois. Et donc, en fait, c'est comment je fais du storytelling en visio. Est-ce que je projette des choses ou pas? Quelle est la qualité du son? Tu vois. Voilà, là, tu vois, on a fait ensemble, on a pris la décision, Roland, d'avoir un échange physique. On aurait pu projeter des slides aussi, mais qu'est-ce que ça aurait généré? Est-ce qu'on aurait perdu de l'attention? Est-ce qu'on en aurait gagné? Tu vois, c'est ces questions-là qu'il faut se poser en fonction du niveau de complexité de ce que tu abordes. Mais voilà, moi, mon conseil quand même, à un moment donné, si tu es sur des choses à valeur, si tu peux aller faire un premier en visio, mais aller présenter ton offre
au moment où il faut défendre la valeur et créer la confiance, si tu peux aller physiquement, il vaut mieux y aller, quoi. Surtout si tes compétiteurs le font. Ok. Un grand merci Frédéric pour ce partage, c'était hyper intéressant et ça permettait aussi de revenir un petit peu aux bases de chasse versus élevage et de clarifier cette distinction qui n'est pas toujours très claire. Donc, Non. merci beaucoup pour ces partages. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette 35 minutes de masterclass. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous aurons avec nous Jean Muller, qui est le directeur commercial de JC Deco et le président des DCF en France, avec qui nous échangerons sur le rôle des commerciaux dans la reprise économique. Merci beaucoup Frédéric. Merci à toi Simon et ben, merci à vous pour votre écoute. Très belle journée à tous et à la semaine prochaine. Ciao. Au revoir.